D'aussi loin que je me rappelle, le cinéma a toujours été mon art visuel préféré. Plonger ainsi dans les images a toujours été pour moi quelque chose de fascinant. Aujourd'hui, je décortique des notions de cinéma pour faire des vidéos, et cet exercice me rend encore plus émerveillé par toute la magie du cinéma. Par extension, je pourrais aussi parler des séries ou même des jeux vidéo. Mais revenons au cinéma. Comme je le disais, pour moi, regarder un film, c'est comme plonger dans l'histoire. L'histoire donne naissance au scénario, mais également à tous les éléments visuels et sonores de l'œuvre. Mes films préférés sont souvent ceux où chaque image peut revêtir un sens qui se complète avec l'action ou les paroles des personnages. Quand tout semble avoir une signification, mon émerveillement est à son maximum. Je mentirais en disant que lors de mon premier visionnage de Citizen Kane, j'ai été émerveillé. J'étais au lycée, j'étudiais alors un autre film de Wells, Le Procès, adapté du roman de Kafka. Donc j'avais regardé d'autres œuvres de Wells, ça ne me parlait pas. À l'époque, il me fallait du Matrix ou du Seigneur des Anneaux pour me faire rêver. Puis, après des années de cinéphilie, j'ai revu Citizen Kane et j'ai pris une baffe. À ce moment-là de ma vie, j'avais vu suffisamment de films pour savoir les apprécier en prenant en compte leur contexte et époque de production. Je dois aussi confesser qu'à l'époque, je citais allègrement la classe américaine de Michel Hazanavicius et que ce film, s'inspirant largement de Citizen Kane, m'avait donné envie de voir le matériau d'origine. Bonjour. C'est moi Orson Welles. Ceci est ma maison que vous voyez derrière là. Pas mal, non? C'est français. Avec tous ces plans iconiques, ces mouvements de caméra, ces transitions inventives, son découpage narratif, ses décors, lors de ce second visionnage, j'ai eu peine à me dire que ce film datait de 1941. À l'époque, les caméras étaient immenses et très lourdes. Le moindre mouvement demandait une logistique impressionnante. Les films d'alors avaient des réalisations bien plus formelles, avec des narrations chronologiques. Mais plus que le style du film, après ce second visionnage, l'histoire m'avait absorbé. J'avais l'impression d'être Thompson, le journaliste sans visage qui enquête sur les dernières paroles cryptiques de Charles Foster Kane. Un autre aspect qui m'avait marqué à la faveur d'une sortie remasterisée du film, c'était la netteté de son image, donnant à voir ce qui se passe à tous les plans. Et dans Citizen Kane, du premier à l'arrière-plan, il se passe beaucoup de choses, ce qui là aussi est novateur pour son époque. Donc, dans ce nouvel épisode du Lexique, je vous propose d'aborder la profondeur de champ. Quand on parle de profondeur de champ, il faut comprendre qu'il s'agit de la zone d'une image qui est nette, là où nous pouvons clairement voir les personnages, les objets, les décors, etc. Lorsqu'on filme une image où quelques éléments sont nets et le reste est flou, on parle de petite profondeur de champ. Pour la partie de l'image qui est floue, on parle de bokeh, un terme qui vient du japonais. A contrario, quand une image propose une grande netteté du premier à l'arrière-plan, on parle alors de grande profondeur de champ. Citizen Kane est réputé pour sa grande profondeur de champ, et dans cette vidéo, je vous propose de voir en quoi cette utilisation participe à rendre ce film si important encore aujourd'hui. D'une façon générale, en matière de cinéma, Citizen Kane n'invente rien de nouveau. Ce qui est novateur, c'est l'utilisation qu'Orson Welles fait de tout ce que le cinéma a à offrir en termes de prise de vue, de scénario, de montage. La profondeur de champ n'échappe pas à ça. Avant Citizen Kane, on peut trouver des films qui jouent sur la profondeur de leurs images, comme Metropolis de Fritz Lang sorti en 1927, ou bien Le cabinet du docteur Caligari de Robert Wiene qui date de 1920. Tout au long du film, Orson Welles et son directeur de la photographie, Greg Toland, utilisent de grandes profondeurs de champ de manière magistrale. Prenez cette scène. Nous sommes dans la rédaction du journal de Charles Foster Kane, The Inquirer. Chaque élément est net, que ce soit Kane au premier plan, ses employés au second et même à l'arrière-plan. Cette disposition n'est pas anodine puisqu'elle permet de montrer la hiérarchie entre les personnages tout en donnant une forme de réalisme documentaire à l'image. Un autre exemple, souvent cité d'ailleurs, avec la scène où le jeune Kane joue dehors avec sa luge. La caméra recule, rentre dans la maison par la fenêtre et se rapproche des parents du garçon, négociant son avenir avec son futur tuteur, Monsieur Thatcher. Alors que les adultes, au premier plan, décident pour le jeune Kane, celui-ci continue de jouer dans l'encadrement de la fenêtre. Ici, la profondeur de champ relie les deux actions. D'un côté, le jeu innocent d'un enfant, et de l'autre, la lourde décision que prennent les adultes pour celui-ci. Tout ça en un seul plan où le contraste entre les deux actions souligne le drame qui se joue pour le jeune Kane. D'ailleurs, par rapport à cette scène, j'ouvre une parenthèse.
Concernant le mouvement de caméra, il faut se figurer toute l'inventivité qu'il a fallu avoir pour créer ce travelling arrière qui passe par une fenêtre, quand on sait que les caméras de l'époque faisaient autour des 50 kg. Et ce mouvement est significatif. Comme je viens de le dire, il participe à souligner le drame qui se joue par l'opposition de deux actions simultanées, le jeu de l'enfant et la discussion des adultes. Une autre scène que j'aime beaucoup, c'est ce moment où Kane discute de l'avenir de son journal. À un moment de la discussion, il se rapproche des fenêtres du fond qui sont tout aussi nettes que le premier plan. Plus il se rapproche, plus nous voyons que les fenêtres sont en réalité bien plus grandes que ce que nous pouvions penser quand Kane était assis. Ce n'est pas le fruit d'un hasard créatif. Pour faire cette scène, il faut s'imaginer le travail de composition de l'image entre l'équipe de décoration et le directeur de la photographie Greg Toland. Les premiers ont conçu le décor et ces immenses fenêtres pouvant paraître plus petites grâce au travail du second par les choix de cadrage. Selon moi, Orson Welles a voulu jouer sur de grandes profondeurs de champ pour 4 raisons. L'immersion et le réalisme. Welles souhaitait créer une immersion plus grande dans l'univers du film. En utilisant une grande profondeur de champ, il permettait au spectateur de voir plusieurs couches de la scène en même temps, ce qui contribuait à un sentiment de réalisme et de complexité. Cette technique donnait l'impression que le monde représenté dans le film était plus vaste et plus détaillé, rendant les scènes plus vivantes et dynamiques. La narration visuelle. La profondeur de champ a également servi à la narration. Dans des scènes où plusieurs personnages ou éléments importants sont visibles en même temps, cela permet de montrer les relations entre eux et leurs environnements. Les personnages pouvaient interréagir à différents niveaux de profondeur, ajoutant des couches de signification. L'esthétique visuelle. Orson Welles et Greg Toland voulaient repousser les limites de la technique cinématographique. Ils ont utilisé des objectifs à grande ouverture et des éclairages spécifiques pour maintenir une mise au point précise à travers une grande profondeur, ce qui était une innovation technique pour l'époque. Cette approche esthétique contribue à sa réputation d'œuvre révolutionnaire. L'influence du théâtre. Welles, ayant une expérience importante en théâtre, aimait utiliser des techniques qui permettaient une plus grande liberté de mouvement et d'expression dans le cadre. La profondeur de champ dans Citizen Kane offrait une dynamique similaire à celle d'une scène théâtrale, où les actions pouvaient se dérouler à différents niveaux en même temps, offrant ainsi de la richesse à l'histoire. D'ailleurs, l'histoire du film, parlons-en. On pourrait juste la résumer en se disant qu'un grand magnat de la presse est mort en lâchant une dernière parole énigmatique et qu'un journaliste, voulant enquêter sur ce mot, va refaire l'histoire de ce magnat. Et pour faire cette histoire, d'autres choix de construction du scénario, de mise en scène, de montage ou de composition de l'image auraient pu être faits. Guidé par l'influence du théâtre, la volonté d'avoir une narration et une esthétique visuelle novatrice et de proposer un film réaliste et immersif, pour Orson Welles, à quoi sert cette utilisation d'une profondeur de champ aussi grande ? Dans l'introduction de Citizen Kane, nous pouvons voir une séquence pastichant les informations de l'époque qui étaient diffusées au cinéma. Dans ce reportage sur la vie de Kane, celui-ci est qualifié de 3 mots : fasciste, communiste, américain. Le journaliste qui enquête sur ces dernières paroles rencontre des témoins de la vie de Kane dont les récits peuvent se recouper, se compléter ou se contredire. Tout au long du film, Kane est montré comme une personne puissante à grand renfort de contre-plongée ou d'un mixage du son qui met en avant sa voix. Pour le journaliste, son enquête est un échec, car il n'aura jamais l'explication de Rosebud. Charles Foster Kane est un personnage complexe, ayant une vie complexe pour laquelle des choses se sont jouées littéralement à tous les plans. Et je pense que c'est là la motivation principale de Welles pour jouer sur cette grande profondeur de champ. Il faut avoir en tête qu'avec l'avènement des téléviseurs dans les foyers, la profondeur de champ a connu une forme de déclin. En effet, pendant plusieurs années, les télés ne pouvaient pas rendre une image aussi nette à tous les plans. Mais à la faveur des innovations technologiques, elle est revenue dans des films ou des séries depuis plusieurs années. Les choix techniques et esthétiques d'Orson Welles sur Citizen Kane ont eu une influence notable pour des générations de cinéastes. Par exemple, dans Blade Runner 2049, Denis Villeneuve compose des plans complexes où l'espace est utilisé pour raconter l'histoire au même titre que les dialogues. Prenez aussi Roma d'Alfonso Cuarón,
où l'utilisation de grandes profondeurs de champ permet de créer des images très riches qui rendent compte de la netteté des souvenirs d'enfance qu'a voulu transposer Cuarón dans son film. Maintenant que la profondeur de champ n'a plus de secret pour vous, je ne peux que vous inviter à voir ou revoir ce monument qu'est Citizen Kane, car il concentre à lui tout seul énormément d'inventivité cinématographique. C'est simple, j'aurais pu prendre ce film pour aborder d'autres notions comme le montage, les transitions ou la narration si particulière qu'il a. Pensez aussi à partager, aimer et commenter cette vidéo et à vous abonner à ma chaîne. Enfin, n'oubliez pas que si vous voulez faire des films, l'important ce n'est pas de connaître toutes les règles du cinéma, mais d'avoir envie de faire du cinéma. A plus.